Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps, laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Après avoir plongé dans les histoires de 5 femmes scientifiques entre le 11 février et le 8 mars, on avait envie d'audace. De l'audace d'une ingénieure d'aujourd'hui qui a tout quitté pour travailler à l'étranger, dans un domaine à fort impact, souvent méconnu ou peu compris, la géologie. Pour ceux et celles dont ce mot rebute, restez curieux et curieuses, l'épisode qui va suivre pourrait vous surprendre. Dans la tech, il est crucial de remettre en question ce qu'on sait pour apprendre. Et il se pourrait que ce que vous savez sur la géologie, la transmission, ou encore l'expatriation soit challengée par ce que notre invité s'apprête à vous partager. Hello, moi c'est Pauline, ingénieure numérique, diplômée de l'ISEP. Hello, moi c'est Léa, je suis doctorante en physico-chimie à l'ESPCI. Aujourd'hui, nous accueillons Zoé Toineau, ingénieure projet en expertise hydrogéologique et diplômée ingénieure généraliste en sciences de la Terre. Au vu de ton engagement pour la promotion des métiers de l'ingénierie scientifique et technique dès le plus jeune âge, c'était pour nous une évidence de t'inviter après justement ces hors-séries qu'on a pu faire autour du format d'Erreur 404 en noir et blanc. Donc bienvenue à toi Zoé. Merci, très contente d'être là. On te remercie du coup d'avoir accepté l'invitation. Et première question, et pas des moindres, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, du coup, alors, moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait mes études à Polytech, donc dans le réseau d'écoles d'ingénieurs Polytech. J'ai fait mes 2 ans de prépa intégrée à Polytech Tours. Après, je suis remontée en région parisienne, parce que je viens de région parisienne, à Polytech Sorbonne, du coup spécialité sciences de la Terre, parce que c'est le seul endroit où la spécialité sciences de la Terre existait. Dans tout le réseau Polytech, et je voulais absolument cette spécialité. Et ensuite, j'ai fait ma dernière année en contrat de professionnalisation, et je suis restée ensuite 1 an dans l'entreprise, du coup à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et après, je suis allée en Belgique, mais c'était pas un endroit méconnu pour moi, parce que l'entreprise dans laquelle je suis maintenant, donc AGT, Advanced Groundwater Techniques, j'avais déjà fait mon stage de 4e année dans cette entreprise. Ça s'était très très bien passé, donc j'ai décidé d'y retourner. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, et je pense qu'on pourra justement découvrir davantage à travers l'épisode. Et justement, pour commencer celui-ci, on a 2 petites questions qui sont habituelles. Qu'est-ce qui te passionne toi dans la tech ? Et deuxième question, qu'est-ce que tu voudrais absolument voir ou au contraire ne pas voir du tout arriver ? Ok, alors moi, ce qui me passionne dans la tech, je vais peut-être parler tout de suite d'un truc super précis, mais moi, par exemple, je travaille sur un peu des modèles et c'est un peu couleur arc-en-ciel. Et ça, je trouve ça vraiment bien de pouvoir, essayer de conceptualiser quelque chose qu'on voit ou on ne voit pas, et le remettre en version modèle, parce que pour le coup, je pense qu'on va parler de la vulgarisation, c'est un petit peu ça, on simplifie un peu ce qu'on voit dans la vraie vie pour essayer de le remettre, essayer de prédire ce qui va se passer, et je trouve ça super intéressant. Et l'autre question, c'est ce que j'aimerais voir ou ne pas voir dans la tech. Moi, j'aimerais pas voir un retour en arrière, je sais même pas si c'est possible, mais j'ai toujours un peu peur que dans la tech, ou alors avec tout ce qui se passe, qu'on revienne à un endroit, parce qu'on fait plein de progrès pour avoir plus de femmes dans la tech, et j'ai peur que, ça crée une sorte de contrebalance, et qu'au final, on soit hyper bloqué, arrivé au moment où on peut un peu se libérer. Je sais pas si c'est assez clair. Oui, c'est hyper clair. Oui, c'est très voilà. clair. Je suis d'accord, le retour dans le passé me fait pas rêver non plus. Mais c'est trop bien. On en parlera après, mais je trouve ça trop intéressant aussi que quand tu parles de ton métier, de la tech ou du modèle, de le rattacher à la vulgarisation, comme si en fait, vulgariser, ça te permettait de mieux comprendre ce que toi-même t'es en train de faire. Exactement, c'est exactement ça. C'est toujours avoir un peu l'esprit de synthèse pour se dire ah non, parce que sinon on s'embourbe tout seul, et puis après ça devient super compliqué, et en fait on voit complètement flou parce qu'il y en a dans tous les sens. Donc c'est toujours bien de se revulgariser à soi-même pour essayer de comprendre. On se dit ok, là où j'en suis, maintenant c'est quoi le plan d'action ? Trop bien, merci beaucoup. On a très hâte d'en discuter avec toi.
Et on voulait enregistrer cet épisode pour le tourner notamment autour de l'audace, une qualité dont on juge que tu fais souvent preuve, et je suis sûre que nos auditeurs et auditrices aussi. Et je peux en témoigner, pour te connaître depuis désormais plusieurs années, l'audace de faire des sciences d'abord, et puis d'exercer un poste très jeune à l'étranger, dans une langue toute nouvelle, et la transmission de cette audace aux jeunes femmes et aux enfants qui t'entourent. Et on va commencer par parler de ton métier, puis on parlera justement de cette expatriation pour ton deuxième poste. Oui. Et ensuite, on parlera de ta passion pour la transmission et pour la pédagogie. Ok. Donc, d'abord, on va commencer par la partie être hydrogéologue. Ça veut dire quoi en 2026 ? Et une question assez simple pour remettre un peu en contexte nos auditeurs et auditrices. Tu as été diplômée en sciences de la Terre à Polytech Sorbonne en 2023. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie ? Et est-ce que tu savais que tu voulais faire de la géologie dès le baccalauréat ? Parce que moi, par exemple, la géologie, ça me rebutait un peu. Donc justement, qu'est-ce qui, toi, t'a passionné dans ça ? Ou au contraire, est-ce que c'est une passion qui est venue plus tard ? Alors, en fait, je pense que j'ai toujours été passionnée, mais inconsciemment. Petite anecdote, à chaque fois que je rentrais de voyage, que ce soit voyage scolaire, que ce soit quand j'étais en colo, que ce soit peu importe où j'allais, le cadeau que je rapportais à mes parents, c'était un caillou. Sauf que du coup, mes parents ont vraiment un vase avec des cailloux, de tous les cailloux que j'ai rapportés. Et j'ai également chez moi un terrarium de cailloux. Voilà, ça te prédispose. Exactement. Donc, je pense que inconsciemment, j'aimais bien ça. Après, forcément, au lycée, quand on étudiait tout ce qui était roches, etc., j'étais pas la personne la plus passionnée. J'étais toujours passionnée par la physique de manière générale. Mais au final, quand j'ai compris que je pouvais allier tout ce qui était métier lié environnement, développement d'énergie, construction, je savais pas trop vers quoi m'orienter et j'ai vu que les sciences de la Terre permettaient de regrouper tous ces domaines parce que c'est quelque chose qui est assez transverse parce qu'on a besoin des sciences de la Terre dans tous ces domaines. Donc au final, je me suis dit sciences de la Terre, c'est le truc le plus général que je peux trouver pour allier tout. Je veux dire, ces domaines et ces petites parties qui m'intéresse et je me suis dit si je peux toucher à tout en restant quand même un petit peu avec une formation et sans devoir faire plusieurs formations, je choisis les sciences de la Terre. Et pourquoi t'as porté ton choix sur par exemple le réseau Polytech ou sur cette formation Alors parce que moi je sortais du lycée Hoche, je n'avais pas envie de faire de prépa parce que j'avais quand même une vie à côté et moi j'ai toujours priorisé entre guillemets ma vie à côté dans le sens où je faisais pas mal de danse et c'était impossible pour moi d'arrêter et j'avais envie de garder, c'est ça, pas me concentrer que sur le travail. Donc je me suis dit, voilà, en tant que personne qui sort du lycée, que prépa intégrée, c'était entre guillemets plus facile pour moi, voilà, en toute honnêteté. Et donc je suis partie à Polytech Tours pour ma prépa. Et ensuite, je suis revenue en région parisienne. Donc, ce qui était bien aussi, c'est que j'ai pu retourner chez mes parents. Voilà, donc j'ai eu quand même c'était un peu plus facile, entre guillemets, je pense, pour suivre les études. J'étais quand même sur Paris. J'avais toujours mon ancienne école de danse où j'ai continué de danser. Et voilà, donc comme ça, je pouvais un petit peu allier tout ça. Et c'est là où j'ai découvert aussi l'associatif. Et forcément, l'associatif en région parisienne est super bien développé. Donc, j'étais très contente. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais c'est vrai que pour avoir reçu plusieurs invités qui ont fait une prépa intégrée, souvent ce qu'ils me disaient, je ne sais pas si toi tu as vécu ça, mais que comme dans les réseaux d'écoles qui ont plein de thématiques, parce qu'il me semble qu'à Polytech tu peux faire plein de choses, oui, c'est autour de l'informatique, c'était parfois difficile d'arriver à pouvoir choisir la spécialité qui te faisait rêver. Ah oui, ok, je vois. Je pense qu'en fait dans le réseau Polytech, bien sûr, il fallait prouver qu'on pouvait être pris dans ce choix-là. Ouais. Donc, il y a forcément un classement, etc. Mais on n'est pas admis sur concours. Et moi, je pense que à la sortie du lycée, c'est ce qui me faisait flipper, très clairement. C'était de partir en prépa. Et te retrouver dans une école. En me disant, je sais pas quoi faire, du coup, je pars en prépa. Ouais. Et au final, de devoir charbonner et de devoir repasser des concours. Et ensuite me dire, où est-ce que je vais ? Oui. Donc là, au moins, dans le réseau Polytech, peu importe la prépa intégrée où j'étais, je pouvais forcément intégrer une spécialité. Et je savais que j'étais quand même bonne élève, donc j'ai juste continué à faire ce que j'ai toujours fait, à bien travailler entre guillemets, et ensuite j'ai pu intégrer mon premier choix qui était sciences de la Terre. Voilà, après c'est aussi en fonction de la demande. J'ai peut-être eu de la chance aussi cette année où
peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire des sciences de la Terre, donc moi ça m'arrangeait. Comme ça, j'ai pu avoir mon premier choix. C'est trop bien. Je trouve que c'est intéressant d'en parler justement parce que c'est un choix qui, je trouve, est super compliqué en fait, parce que quand on fait justement, que ce soit une prépa intégrée, une prépa, ou même DUT, BUT, enfin ça n'existe plus DUT je crois, mais BUT, dans des choses assez généralistes, en fait souvent je trouve que on a le choix qui arrive 2-3 ans après, où on se dit mince, on va peut-être pouvoir choisir la spécialité que je rêvais à la sortie du lycée. Je trouve que c'est toujours important de rappeler qu'il y a beaucoup de profils, que ce soit toi, Pauline aussi, quand tu as choisi ta spécialité, même moi, on peut choisir les 2 ans après, si en fait on travaille intelligemment par rapport aux critères de choix, quoi. En tout cas, merci pour cet éclaircissement. Et pour enchaîner, on a, selon les épisodes, un format qui revient. Donc là, le format vrai ou faux. Donc on a essayé de recueillir des idées reçues justement sur la géologie et les sciences de la Terre. Donc je vais t'énoncer des propositions et tu peux répondre par vrai ou faux. Pas forcément développer, et on pourra développer justement après. Ok. Mais de nous dire si c'est vrai ou faux selon toi. Ok, ça marche. Alors, c'est parti. Il y a une faible diversité de métiers en géologie. Faux. La géologie sert principalement à l'industrie des hydrocarbures. Non, faux. Très faux. La géologie est une science surtout utile pour comprendre le passé de la Terre. Ça peut, mais globalement faux. Les géologues travaillent uniquement sur le terrain. Faux. La géologie n'a presque pas de lien avec l'environnement ou le climat. Elle étudie principalement les cailloux. Faux. La géologie est importante pour la gestion des risques naturels. Vrai. Et enfin, les géologues lèchent des cailloux pour les identifier. Vrai. Et c'est un petit peu obligatoire quand on obtient notre diplôme de géologue ou hydrogéologie, enfin des sciences de la Terre de manière générale. Ah ouais. Et au début, on s'est dit, ça se trouve, c'est seulement notre spécialité à Polytech Sorbonne, où on s'est tous dit, bon, il faut absolument. Quand on rentre en 3A, on nous dit, oui, les 4A nous disent, vous allez lécher des cailloux. Et du coup, ça devient un petit peu quelque chose, les sciences de la Terre, ils lèchent les cailloux, tout ça. Mais en fait, on l'a tous fait, toutes et tous fait. Et quand j'en ai parlé avec d'autres géologues de manière générale, des personnes qui avaient été diplômées en sciences de la Terre, des collègues, j'ai notamment une collègue qui m'a dit « Bah oui, c'est normal ». Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, c'est vrai. C'est quelque chose d'accepté. Voilà, intégré. Peut-être seulement entre géologues. Et qu'est-ce que ça te permet d'identifier, qu'est-ce que ça t'apporte? Normalement, c'est pour un peu goûter si c'est salé, et normalement, ça nous donne une petite information sur le type de roche. Est-ce que tu veux, suite à ce vrai ou faux, est-ce que tu souhaites réagir à certaines affirmations? Donc peut-être, par exemple, je pense à la faible diversité de métiers en géologie, le lien que les personnes qu'on a sollicité font souvent avec les hydrocarbures, ou encore avec le passé de la Terre. Est-ce que t'as... Oui, alors oui, ça permet de comprendre le passé de la Terre, mais pas uniquement. Donc on a ça c'est pour certains métiers, oui, c'est leur, c'est leur cœur de métier. De mon côté, c'est pas du tout le mien. Je peux essayer de comprendre rapidement ce qui s'est passé. Et par exemple, selon le type de sol, je peux savoir si avant il y avait un fleuve qui passait là, par exemple. Mais donc c'est intéressant juste pour comprendre, mais c'est pas moi ce que je vais écrire dans mes rapports. Oui, forcément. Okay. Ensuite, au niveau des hydrocarbures, alors oui, certaines se dirigent vers ce métier, mais beaucoup, en tout cas, peut-être moi, c'est peut-être que de ma promo, ou alors des personnes que je connaisse, c'est toujours, on est quand même assez sensibilisés à, protection de l'environnement, même si c'est, quelque chose de très général de dire ça comme ça, mais on a un petit peu du mal à se dire, on va aller faire un gros truc de pétrole, c'est parti, voilà, c'est pas forcément dans notre éthique, je pense. Donc c'est pour ça qu'aussi la formation a beaucoup évolué, parce qu'avant, forcément, on nous présentait ça comme ça. Oui, vous pouvez aller vous pouvez travailler dans tout ce qui est ressources hydrocarbures. Maintenant, c'est plus trop ce qui est mis en avant dans les formations sciences de la Terre. Parce qu'on s'adapte au changement, à la transition écologique en société. Et ensuite, par rapport à la diversité de métiers, alors oui, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont du coup forcément très précis, parce que je pense que peut-être les personnes n'ont pas vraiment une idée des géosciences exactement ce que c'est,
Mais par exemple, moi je suis hydrogéologue, je parle que de, on va dire, l'eau dans le sous-sol. J'ai quand même des compétences transverses parce que je suis obligée de savoir exactement, enfin, avoir des compétences d'un point de vue géotechnique. Mais par exemple, si moi je suis avec une géotechnicienne et que moi je suis hydrogéologue, il y a des fois on va pas se comprendre. Ah oui. Voilà. Et s'il y a beaucoup de diversité, est-ce que c'est possible de switcher d'un métier à l'autre ? Parce que comme la formation, je suppose, elle pose des bases en fait pour toutes les spécialités de la géologie. Est-ce que c'est possible au cours d'une carrière de se dire Oui. je veux plus être hydrogéologue, je veux être autre chose géologue. Oui, alors notre spécialité, en plus même dans le nom du diplôme, c'est ingénieur généraliste en sciences de la Terre. Donc ma formation me permet de switcher d'un métier à un autre. Après, est-ce que moi je l'ai pas encore fait vraiment ? J'ai switché avec un métier avant, mais qui était plus, on va dire, sur la gestion de projet de manière générale. Donc j'étais pas hyper appliquée vraiment au cœur de métier, en tout cas lié avec ma formation. Donc moi j'ai jamais fait vraiment ce switch. Par exemple, je parlais de géotechnicienne tout à l'heure, j'ai jamais fait ce switch hydrogéologue géotechnicienne. Est-ce que je le ferai plus tard ou pas ? Je ne sais pas encore. Mais c'est possible de faire. C'est possible. Et peut-être revenir, parce qu'il y a des affirmations qu'on va discuter par la suite, mais peut-être revenir sur celle qui dit « La géologie n'a presque pas de lien avec l'environnement ou le climat ». Alors la géologie a beaucoup à voir avec l'environnement et le climat, parce que quand on parle d'environnement, c'est vraiment de sa racine, c'est tout ce qui nous entoure, c'est ce qui est dans notre environ. Ouais. Le sol, on marche dessus tous les jours, donc c'est forcément lié à l'environnement. Moi, je pense que je répondrais comme ça. Même si c'est quelque chose qu'on ne voit pas, tout ce qui est lié aux catastrophes naturelles, etc., ça, on l'explique aussi avec les sciences de la Terre. Donc, voilà, que ça soit même au niveau inondation, ça, on l'explique avec les sciences de la Terre. Et justement, en fait, on en a un petit peu parlé, tourné autour. Tu as dit du coup que tu étais hydrogéologue. Est-ce que tu peux nous dire précisément en quoi ça consiste ? Et par exemple, nous décrire, pourquoi pas, ta journée ? Oui, alors du coup, moi je suis hydrogéologue et alors il y a plusieurs types aussi d'hydrogéologues, mais moi par exemple c'est vraiment lié à la construction, donc au domaine de la construction. Je sais que dans mon entreprise, il y en a aussi d'autres qui sont liés par rapport à la géothermie, donc voilà, l'énergie qui vient du sous-sol. Ouais. Moi je m'occupe de tout ce qui est études de rabattement, donc là aussi c'est très très précis, mais en gros, si je dois résumer, c'est tout ce qui va être gestion de l'eau souterraine pendant le début de la construction. Donc par exemple, si on creuse un gros trou dans le sol, mais que on a un niveau d'eau dans l'eau, dans le sous-sol, qui est trop haut, et ben on va juste créer une piscine parce qu'on va creuser, puis il y aura juste de l'eau là. Et donc forcément, on n'a pas envie d'avoir une piscine quand on creuse. Donc moi, je m'occupe de la gestion de cette eau au moment du creusement. Donc c'est très très précis. Et donc on va dire pour gérer un projet, donc le projet se fait, ça dépend le type de projet. Oui. Mais par exemple, voilà, j'ai un projet qui est étude de rabattement, ça s'appelle comme ça. L'objectif c'est un petit peu de déterminer la lithologie. Lithologie c'est le type de sol qu'on a. On a plusieurs couches. Est-ce qu'on a de l'argile, du sable, etc. Ensuite, on essaie de déterminer est-ce qu'il y a des pollutions. Dans les environs, est-ce qu'il y a des zones à risque. Et ensuite, c'est aussi d'établir donc un modèle numérique, modèle 3D, ou avec des calculs analytiques. Des fois, c'est aussi suffisant et c'est pas forcément moins précis. Et après, c'est aussi, je veux dire, de maintenir cette relation client pour un peu les tenir au courant de ce qu'on a trouvé. S'il y a un petit problème, c'est à eux aussi de décider vers quel chemin ils vont s'orienter. Parce que nous, donc, on les conseille quand même aussi sur la technique de rabattement. Et ensuite, c'est d'établir un rapport. Si besoin, on peut aussi aller sur le terrain. Par exemple, pour des forages. Donc, réaliser des trous dans le sol. Ou alors, des fois, on fait aussi des essais pour être sûr que pendant le rabattement, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On a besoin de plus d'infos. Et là, du coup, on va faire une sorte d'essai de rabattement ou un test pour essayer de voir comment ça se profile et avoir plus d'infos à mettre dans le rapport. Et est-ce que, je suppose que tu n'as pas le temps de faire tout ça en une journée, donc non. Tu n'as pas trop de journées type, c'est plutôt
plusieurs journées ou est-ce que tu as quand même une petite routine qui se dessine? Je pense avoir quand même une routine qui se dessine, qui est plus au bureau. De manière générale, je travaille sur mes rapports, je fais les desk studies, donc juste au bureau. Et donc c'est juste faire des modèles, écrire les rapports, forcément checker les mails, mais bon, ça c'est un peu ce que tout le monde fait, donc c'est pas spécifique à mon métier. Mais essayer aussi de trouver de nouvelles solutions, parce que ma boîte, on est quand même en recherche et développement. Au centre de ton métier, en fait, il y a aussi beaucoup de mathématiques. Enfin, Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, ça reste très mathématique, mais c'est des mathématiques appliquées comme la physique, à la physique. Et c'est à la physique du sol. Mais c'est littéralement maths physique appliquée au sous-sol. Ce qui est un petit peu l'essence du métier d'ingénieur, maths physique. Oui. Et après, on l'applique juste à un autre domaine, exactement. Parce qu'on a un peu des calculs qui sont... J'ai parlé avec un ami qui est pas du tout dans mon domaine, en biomédical. Et des fois, on arrive à se retrouver sur certains calculs, alors qu'en fait, on parle pas de la même chose. Voilà. C'est génial. Pour finir ce volet sur une note prospective, on a une autre question, justement, par rapport aux géosciences. Comment tu vois, justement, cette évolution des géosciences avec les nouvelles technologies ? Par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle, les drones ou les capteurs connectés changent déjà la donne de ton côté, du coup Alors, de mon côté, on n'utilise pas vraiment de drones, de capteurs, ça dépend quel type de capteur, mais je vais pas trop me prononcer là-dessus parce que c'est pas ce qu'on utilise dans mon entreprise, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais que ça s'utilise, mais par exemple sur les roches ou les trucs comme ça, pour déterminer si on va avoir un glissement de terrain par exemple, je sais que ça peut. J'ai ouï dire. Mais de mon côté, on utilise, j'ai parlé de modèles numériques. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une méthode que, je veux dire, essayer d'améliorer le modèle, de toujours avoir quelque chose qui est encore plus représentatif de la réalité. Et justement, j'allais dire, ça ne te suffisait pas d'être hydrogéologue. Tu t'es dit que plus d'aventures, ce serait quand même sympa. Et pourquoi pas quand c'est quand tu as eu 24 ans que c'est parti, je crois, oui. Et donc, tu travailles actuellement en Belgique. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Est-ce que c'était ton deuxième poste ? Oui. Et quels ont été les défis ou les surprises de ce départ ? Alors, j'ai toujours un peu eu cette envie de travailler à l'étranger, mais c'est vrai que beaucoup de personnes le disent dans les études, on l'a beaucoup entendu. Ah oui, moi j'aimerais bien partir à l'étranger, etc. Beaucoup font d'Erasmus, moi j'ai pas eu cette chance entre guillemets, mais parce que j'ai pris l'opportunité de faire mon contrat de professionnalisation, donc en alternance. Après j'avais fait en école d'ingénieur, on est obligé de valider cette mobilité à l'étranger, donc je l'ai fait avec un stage. J'ai eu de la chance de tomber sur AGT, du coup cette boîte qui est en Belgique mais qui est dans la partie flamande. Donc j'ai découvert des super personnes et puis ça a tout de suite super matché. J'ai beaucoup aimé l'expertise technique qui était mise en avant, la façon de travailler et surtout je pense que j'étais hyper bien stimulée donc d'un point de vue cérébral. Donc je me suis dit ah ouais c'est génial, j'ai envie d'y retourner parce qu'en fait moi une fois que je m'accroche aux gens, j'ai juste envie de retourner voir ces personnes. Donc c'est un peu parti de là. Après, quand j'étais à l'Andra, donc pour mon contrat de professionnalisation et mon CDI ensuite, j'ai aussi beaucoup accroché avec pas mal de personnes. J'ai découvert des collègues mais absolument incroyables, avec qui j'ai toujours contact. Je suis super contente de les avoir rencontrés. Mais c'est vrai que ce cœur de métier hydrogéologie et cette expertise technique avec aussi le défi d'apprendre une nouvelle langue, je pense qu'on va peut-être l'aborder après. Ça m'a vraiment titillée et vu que j'avais toujours gardé contact, j'ai juste dit « Est-ce que je peux revenir ?» Ils m'ont dit « Bah oui !» Donc voilà, c'était entre guillemets aussi simple que ça. C'est trop bien. Et est-ce que justement dans les défis, les surprises, t'évoquais la langue. Oui. Est-ce que c'est le seul... déjà, c'est un défi énorme. Oui. Donc je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur les bases que tu avais avant de partir en néerlandais. Oui, alors 0. Voilà, on parle de cette valsa. Alors en néerlandais, disons que j'avais juste quelques mots que j'avais retenus de mon stage. C'est à peu près tout.
Mais moi, j'avais vraiment envie, parce que j'ai toujours eu cette envie de parler plein de langues, parce que moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je suis j'ai un peu cette obsession de comprendre tout, de devoir tout analyser, tout le temps. Et le fait, je pense, pour moi, j'ai toujours considéré le fait que parler plusieurs langues, ça permet de comprendre plus facilement plein de choses, parce que j'ai envie j'ai pas envie de lire de sous-titres, j'ai juste envie de voir comment tout ton corps bouge quand tu parles, et du coup j'ai besoin de comprendre ce que tu dis. Donc ce défi de la langue était super intéressant. Et aussi, la Belgique, c'est pas très loin de la France, je reste quand même à 3h30 de Paris, c'est pas long du tout. Et donc ce défi de la langue, entre guillemets, disons qu'au début c'était un peu compliqué, parce qu'en fait la langue c'est pas seulement des mots, c'est un état d'esprit. Donc ça veut dire que nous, par exemple, quand on va construire une phrase en français, on va la penser d'une certaine manière, mais il faut savoir que par exemple en néerlandais, selon le type de phrase, exemple, les verbes sont mis à la fin. Oui, comme en allemand, mais c'est ça, mais ce qu'en fait moi ça m'arrive souvent de penser à ma phrase et puis je dis jamais le verbe, donc en fait la phrase fait aucun sens. Voilà, donc ça c'est un exemple de logique à avoir, et c'est surtout que toute ma boîte fonctionne en néerlandais, donc bien sûr ils sont tous très très forts en anglais. Au début j'ai commencé en anglais, je commence depuis très récemment à vraiment essayer de communiquer full néerlandais, mais bon, des fois le vendredi après-midi l'anglais vient à la rescousse. Voilà, exactement. Exactement. Donc non, mais franchement c'est super intéressant, et puis c'est vrai que les collègues sont aussi très 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 bienveillants. Ils sont là quand même pour m'aider. Oui. Je pense que des fois c'est vraiment vraiment pas néerlandais ce que je dis, et puis je vois qu'ils acquiescent et puis ils essayent de comprendre ce que je raconte, donc c'est bien. Après, donc je pense qu'il y a vraiment un investissement des deux côtés pour essayer de se faire comprendre, quoi. Trop bien. C'est trop chouette. Est-ce que c'est le seul défi que t'as rencontré, la langue ? Non. Non, alors en fait c'est peut-être un peu bête, mais au tout début quand je suis arrivée, c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de paperasse administrative à faire. Ou alors j'étais peut-être overwhelmed pour pas grand-chose, mais juste aller, je sais pas, chercher sa carte d'identité, enfin son permis de résidence, je ne sais même plus comment ça s'appelle entre tous ces termes. Ensuite, de devoir, même au début, trouver un appartement à Bruxelles, parce que je vis à Bruxelles, mais je travaille du coup à Leuven, qui est une ville à côté, en Flandre. Ensuite, voilà, il y a eu plein de petits défis d'installation, je pense, qui m'ont hyper fatiguée dès le début. Donc heureusement que j'avais beaucoup d'énergie et puis un petit peu cette excitation du début, nouveau commencement, ce qui m'a un petit peu aidée à faire tout ça vite. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de relâchement après, en mode ok, là maintenant je vis vraiment en Belgique, c'est parti, c'est lancé. Après moi c'est vrai que j'ai un peu beaucoup besoin de temps d'adaptation. On dirait pas, mais des fois j'ai des petits coups down comme ça, et puis heureusement je suis très très bien entourée à mon travail, donc ça se passe très bien. Oui, il faut savoir prendre le temps aussi de faire des petites actions, etc. Exactement. Et justement, donc on parle beaucoup de Belgique. Est-ce que justement il y a des méthodes de travail ou des enjeux en géosciences qui sont différentes entre du coup la France et la Belgique aujourd'hui ? Oui, alors ça c'est une question super intéressante, parce que déjà en France j'ai pas tant travaillé dans mon cœur de métier, je ne l'ai fait qu'en Belgique. Donc comparé avec la France, je sais que c'est différent, parce que de toutes les façons on a des bases de données, de gestion de bases de données qui sont aussi différentes sur ce qu'on a dans le sous-sol. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Belgique, au sein même de la Belgique, même là c'est hyper différent, parce qu'on n'a pas le même type de sol. Ah oui. Voilà, donc le truc c'est que la majorité des projets de mon entreprise se trouvent en Flandre, qui est un certain type de sol. Et quand on passe en région wallonne, donc en partie française de la Belgique, là on a des sols qui sont extrêmement différents. On peut avoir, beaucoup plus de roches, moins de sable, on va dire une topographie qui est différente. C'est peut-être aussi mes projets qu'on m'a donné qui étaient un peu compliqués. Mais en tout cas, c'est très différent. Donc même au niveau, que ce soit au niveau du modèle, au niveau de comment aborder le projet, là, on est sur une autre logique. Ok, hyper intéressant. Ouais. Pour le coup, déjà de savoir que le sol n'est pas... Ouais, donc en fait, même, exactement. Donc, suivant le type de sol, la problématique est déjà hyper différente. En fait, je pense qu'en géosciences,
les données d'entrée qui sont le sous-sol. Oui. Ça va vraiment déterminer après comment on part, c'est quoi le plan d'action du projet. Et je suppose aussi que comme les premières personnes qui ont fait les premiers modèles de géologie, ils sont juste basés sur les sols qui étaient autour d'eux. Donc peut-être qu'aussi la manière, je sais pas si la manière d'approcher même les modèles, etc. sont différents ou c'est quand même un consensus. Oui, il y a toujours cette même, on part toujours de la même manière. Après, je suis pas du tout une super experte des modèles. Disons que je m'en sors bien en tant que project ingénieur dans ma boîte. Et je me base sur l'expertise de tous mes collègues. Oui. Voilà, mais oui, il y a toujours cette base commune, mais après forcément chaque modèle est un petit peu identique et on peut pas faire du copier-coller. Chaque modèle est un peu différent et on peut pas faire du copier-coller. C'est ça, chacun a un peu sa façon de travailler et selon aussi, c'est ça. Les hypothèses même pour exactement le même projet, certains et certaines peuvent prendre des hypothèses différentes parce que, comme je le disais avant, ça reste un concept un concept simplifié de ce qu'on voit. Et il y a plein de méthodes pour arriver au résultat qu'on veut montrer. C'est super intéressant. Sur un point de vue un peu plus personnel, peut-être, si tu devais conseiller comment préparer un départ professionnel, mais aussi un personnel à l'étranger, parce que justement, tu t'en parlais lors de l'introduction, lors de ta présentation, que tu avais fait Polytech Sorbonne, parce que tu as toujours eu ce désir d'avoir cet équilibre pro-perso, et comment tu as réussi à le conserver en fait une fois en Belgique dans un endroit où tu n'avais pas forcément de lien ou de rattachement au début. Oui, alors disons que cet équilibre, forcément je l'ai un peu perdu parce que j'ai toujours vécu en région parisienne. Donc après, ce qui m'a poussée à partir en Belgique, comme je l'ai dit, c'était vraiment l'entreprise à la base. Mais j'étais vraiment volontaire dans le sens créer une nouvelle, un nouveau cercle social en Belgique, même si aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an, ça reste toujours assez petit par rapport à celui que j'ai créé toutes ces années en région parisienne. C'était quoi le reste de la question ? C'était justement comment tu conseillerais pour partir à l'étranger, que ce soit personnel ou professionnel. Un peu, c'est quoi si tu devais avoir une to-do list, je sais pas si tu t'es fait une to-do list en fait avant de partir, mais... Oui, alors au niveau de la préparation du départ à l'étranger, je pense que je me suis posé beaucoup de questions, mais c'est pas forcément parti dans les bonnes directions. Donc je pense que j'avais beaucoup de recherches sans beaucoup de trouvailles. Voilà, c'était un peu comme un métier de chercheuse finalement. Donc en fait, je connaissais déjà un petit peu le pays et j'arrivais pas en terrain inconnu dans un milieu professionnel. Donc déjà, j'avais toute cette inquiétude qui n'était pas là. Moi, le seul truc que vraiment je voulais trouver et voulais vraiment me sentir à l'aise, c'était un nouveau chez moi, essayer de trouver des activités à côté qui me permettaient de voir d'autres personnes. Et voilà, donc au niveau de la préparation, c'était la recherche où est-ce que je pouvais prendre des cours de néerlandais, recherche de tout le venir. Moi, j'adore regarder quand je vais dans une nouvelle ville la carte des transports. C'est peut-être super bête, mais moi, je suis fan de la carte des transports. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup regardé. C'est la même chose. À chaque fois où je pars quelque part, tu regardes comme ça, tu te dis, ok, en fait, quelle est l'idée derrière pour se dire, ok, comment on va faire tout le métro ou quoi, le tramway. Exactement. En plus, il y a plein de couleurs. C'est ça. Ça change en plus n'importe où. Trop bien. Et ensuite, c'était regarder où est-ce qu'il y avait une école de danse pour pouvoir continuer la danse. Et voilà, c'était un petit peu près tout. J'avais un petit peu checké tout ça. Et puis vu que j'aime bien préparer, j'avais pas forcément fait de documents hyper précis. Mais voilà, une petite to-do list, exactement comme tu as dit. Puis après, c'était juste le départ. J'avais de la chance aussi. Mes parents ont pu m'aider largement pour le déménagement. Donc... ce qui a facilité les choses. Par contre, la transition, c'est vrai que, il y a un jour, j'étais encore chez mes parents, et puis la semaine d'après, le lundi, j'étais installée complètement en Belgique. C'est ça. J'allais au travail avec en plus ma carte de transport, j'avais des petits problèmes et tout. Donc, et puis forcément, j'essaye de parler anglais, mais je ne sais pas quelle langue il faut parler dans ce pays des fois. Donc, voilà. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement tu l'as dit, du jour au lendemain en fait tu peux un peu
pu changer justement d'environnement d'un jour à l'autre. Et tu l'as un peu prouvé que justement tu pouvais le faire. Et par rapport à ça, quelle est ta plus grande fierté ? Je pense que ma plus grande fierté, c'est de toujours vouloir aller plus loin. Je pense que j'ai un petit peu banalisé le fait que j'arrive à travailler en 3 langues et que j'ai complètement tout quitté. Et c'est plus les gens qui me le disent « Ah, mais comment tu as fait ?» Mais en fait, je ne sais pas. J'aimerais tellement pouvoir répondre à cette question. Je l'ai fait, c'est tout. Voilà, et avoir un retour d'expérience qui est hyper constructif, mais en fait, je n'arrive pas à le faire parce que, disons que je suis un peu drivée par mes émotions, comme une enfant, littéralement. Je dis « Oh, j'adore là-bas, je veux y aller », du coup j'y vais. C'est vraiment ça. Il n'y a pas plus complexe que ça, forcément. J'ai réfléchi tout le temps en disant « Ah oui, mais est-ce que ça va bien se passer, tout ça ?» Mais au final, je le fais quand même. Donc c'est pour ça que je dis... Je réfléchis beaucoup, il y a toute cette recherche, mais au final, la trouvaille, elle n'est pas forcément incroyable parce que j'y vais quand même. Donc bon, voilà. Audace et spontanéité. Exactement. Et c'est justement pour ça qu'on peut passer à notre 3e partie de ce podcast. Oui. Ton engagement pour la promotion des métiers d'ingénieur auprès des enfants, au quotidien, auprès du grand public. Parce que c'est quelque chose qui, je pense aussi, match super bien avec ton profil qui, comme tu viens de le dire à l'instant, c'est parfait, tu m'as donné la transition toute faite de je fais ce que je veux en fait. J'ai envie de faire ça, j'y vais. Je me pose pas la question, j'y vais. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des exemples comme ça. Tu vois, moi, que ce soit dans mon entourage, parce qu'on se connaît depuis quelques années, ou même pour nos auditeurs, auditrices, parce que je pense qu'on est souvent maintenant dans de la surpréparation pour des événements de ce type. Alors peut-être qu'il faut pour tous les côtés administratifs que tu as abordés, mais c'est vrai que parfois, faut juste foncer. Et ça, tu as un exemple assez marquant. Et justement, pour montrer que tu es un exemple marquant, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours associatif et nous dire en quoi justement c'est important aussi pour toi de vulgariser les sciences auprès d'un large public ? Oui. Alors, mon parcours associatif, déjà, il faut savoir qu'au tout début, avant de commencer donc, dans l'association Vers la Science, que j'ai intégrée en 3e année, donc c'est-à-dire quand je suis arrivée à Polytech Sorbonne, après ma prépa intégrée, j'ai intégré une association pour vulgariser les sciences aux enfants et j'étais pas vraiment fan des enfants. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu ce paradoxe qui s'est présenté d'un coup comme ça, mais je me suis dit, j'ai envie de progresser là-dedans. Et le truc, c'est que je me souviens pas pourquoi. Donc ça reste un mystère, mais un mystère un petit peu stylé, je trouve. Et ensuite, je suis tombée complètement fan de l'activité. J'ai commencé à vulgariser sur la thématique du savon. Et j'ai adoré comment la présidente, juste avant moi, gérait l'association. Et je me suis dit, ah ouais, mais j'aimerais trop le faire aussi. Et au final, je me suis vraiment beaucoup intéressée vraiment que ce soit sur le management d'association, mais aussi sur la vulgarisation aux enfants, précisément aux enfants d'école primaire et petits enfants, donc c'est-à-dire même maternelle. Parce que, en fait, je pense que voir l'émerveillement des enfants qui découvrent quelque chose, et ça me fait un peu cet effet miroir, dans le sens où, mais moi aussi je suis encore une enfant, moi aussi je suis émerveillée par plein de choses. Et j'adore du coup ce lien que je peux avoir avec eux, en mode on est tous émerveillés, c'est génial, un peu bisounours. Donc j'ai réussi à devenir ensuite présidente de Vers la Science, on a fait de super beaux projets. Et à côté, j'ai aussi fait un partenariat avec la Maison pour la Science Île-de-France, donc justement pour construire un parcours scientifique pour des grandes sections de maternelle. Ça a été très très formateur parce que en plus je faisais ça à côté de mes études et à côté de ma présidence d'association. Donc j'avais beaucoup de challenges parce que peu de temps pour le préparer, mais au final ça s'est super bien passé. Et puis c'est surtout que les enfants sont toujours hyper contents d'apprendre quelque chose de nouveau, hyper contents finalement de tout en fait, de vivre des émotions. Ils sont juste là pour ils vibent, littéralement ils vibent. Donc en fait c'est hyper, c'est enrichissant et puis je trouve que c'est apaisant aussi. Même si à la fin on est très très fatigué, en fait j'ai l'impression que notre être est apaisé parce que on était juste face à entre guillemets l'innocence et ça fait du bien. Sans trop de brouhaha de partout, et juste être là sur un sujet, parler avec les enfants qui découvrent. Donc je pense que je suis vraiment après tombée in love de la vulgarisation scientifique pour les petits.
Et c'est là ensuite que j'ai pu créer avec Léa les mini-ingés. Donc une association que l'on a qu'on a un projet depuis 2023 et une association depuis 2024. Et on a pu du coup vraiment développer un peu cet esprit de vulgarisation autour d'un jeu de société qui fonctionne super bien. On est super content de faire plein d'événements avec les enfants et du coup d'intervenir dans les classes d'école primaire et bientôt maternelle. Ah, merci beaucoup. Et justement, pareil, transition toute faite. Quand je t'ai rencontrée à la cérémonie ingénieuse en 2023, ma chère Zoé, j'étais déjà impressionnée par tout ce que tu faisais pour la promotion des métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes. Bah moi aussi. Oh, ça va ça va. Je vais avoir l'œil qui pleure parce qu'il y a du vent. Aujourd'hui, j'ai la chance et depuis presque 3 ans de travailler avec toi sur un projet commun, les mini-ingés. Et à travers ces longues heures de travail et de création autour de ce projet, j'ai rencontré une femme qui était intrinsèquement passionnée par l'éducation. Et d'où te vient cette passion de la transmission? J'ai l'impression que de tout ce que tu nous as parlé là avant, ça a toujours été là. Oui, alors justement, ça a toujours été là, mais je pense que je le savais pas vraiment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais pas forcément fan entre guillemets des enfants. J'étais pas là. J'ai jamais fait entre guillemets de babysitting par exemple. Oui. Voilà, quelque chose que tout le monde a fait en étant plus jeune pour se faire un petit peu d'argent. Par contre, j'ai fait de l'aide aux devoirs et c'est vrai que ça j'aimais bien, mais je ne savais pas pourquoi. Et je pense que encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas d'où ça vient exactement. Mais c'est peut-être ce problème du main caractère. J'adore que les petits m'écoutent. Ça se trouve. Voilà. Et puis surtout que, comme je disais, j'adore avoir ce lien d'émerveillement. Et surtout, ça me permet d'être hyper créative. En fait, cette association, maintenant, c'est vraiment mon échappatoire créatif. Et j'adore parce que, forcément, on est obligé de créer des supports qui sont variés. On est toujours là à faire, j'ai l'impression des fois d'être un peu une prof d'art plastique avec plein de bazar, etc. Et puis j'adore, en fait c'est un bazar mais qui est super bien pour l'esprit parce que ça laisse vraiment libérer tout. Et ça sort complètement du cadre du travail qui est hyper normé. Parce que voilà, on doit parler avec les collègues, parce qu'on doit écrire des rapports, parce qu'on doit répondre à une demande, parce que oui, forcément, il faut faire du chiffre d'affaires, c'est la base d'une entreprise. Et là, on est juste là pour littéralement kiffer, créer pour les enfants qui adorent aussi, et puis pour vivre des super moments. Et surtout pour, moi je pense que l'objectif principal, quand je fais ça pour les enfants, c'est juste de montrer que c'est pas si compliqué, c'est pas si inaccessible, que la science, on l'a partout autour de nous, et si on regarde bien, eh ben on peut la trouver très très facilement et comprendre exactement ce qui se passe. Incroyable. Moi j'adore, de toute façon je suis fan de votre asso, donc voilà. Génial. Et justement, pour rebondir un peu sur les mini-ingés ou même les autres associations que tu as pu faire avant, pour toi, selon toi, pourquoi c'est important justement de vulgariser les métiers de la science auprès des plus jeunes ? Je pense que je l'ai du coup déjà un peu dit en parlant du fait que c'est pas si compliqué que ça. Mais je pense que c'est aussi, donc peut-être en étant plus précise, d'aborder la question de la diversité. C'est vrai qu'avec les mini-ingés, on a la chance de pouvoir intervenir dans des écoles qui ne sont pas du tout dans les mêmes... on reste en région parisienne, mais pas du tout dans les mêmes zones géographiques de la région parisienne. Il y a beaucoup aussi d'écarts d'origine sociale, d'écarts d'origine culturelle, je ne sais même pas si c'est vraiment un mot. Mais donc ça nous permet aussi d'adapter nous notre discours, essayer de montrer que c'est possible. Et j'ai peut-être une petite anecdote aussi d'une intervention qu'on a eue récemment. Donc c'était au niveau donc dans notre jeu des mini-ingés, on présente des profils et notamment de femmes qui ont participé au progrès scientifique. Et donc, il y avait une carte avec... donc, on a une petite image sur la carte qui est image dessinée. Et donc, c'était une femme noire qui avait participé à faire des grands calculs pour aller dans l'espace. Et donc, il y a une petite qui regarde la photo et qui me dit « Ah, mais cette dame, elle était noire ?» Et moi, je lui dis « Oui ». Et donc, cette petite fille était aussi noire qui m'a dit « Ouais, moi, je veux faire comme elle ». Et là, on s'est dit, c'est exactement l'impact qu'on veut avoir, en fait. Montrer que c'est possible
peu importe l'origine sociale, peu importe, je veux dire, ce que les parents ont fait à côté, oui, c'est possible. Et juste, rien que cet entrain, à ce moment-là, à cet instant T, j'ai vraiment eu la chair de poule, quoi. Je me suis dit, c'est exactement le message qu'on veut transmettre. Je trouve cette anecdote... je crois que ça fait plusieurs fois que tu me la racontes, mais j'ai l'impression que jamais c'est la première fois. Et je trouve que c'est super beau comme une figure comme Catherine Johnson, qui est en fait pas si récente que ça. Oui, en fait, exactement. Puisse devenir l'héroïne d'une petite fille d'aujourd'hui. Exactement. Qui se reconnaît pas forcément dans les représentations qui sont données dans les dessins animés, dans les contes. Exactement. Et ça, du coup, je vais aussi rebondir là-dessus, vu que nous, on présente aussi des profils en essayant de mettre en avant des rôles modèles. Et moi, je crois vraiment, vraiment en cet aspect de rôle modèle. Parce que même moi, j'ai des rôles modèles. Ouais. Et j'hésite pas à le dire. Je dis, toi, t'es mon rôle modèle. Ils sont un peu en mode, détends-toi. Mais moi, vraiment, j'adore, je veux dire, admirer les femmes de mon entourage pour n'importe quelle raison. Et des femmes, à chaque fois, on me dit, mais moi, Zoé, mais je suis pas parfaite. Mais justement, c'est le but de t'admirer parce que tu n'es pas parfaite. Parce que justement, moi, je peux admirer tes défauts et comment tu arrives à continuer et à progresser et à faire des choses merveilleuses sans être parfaite. Et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que moi, j'adore aussi montrer un peu aux petits qu'il y a des rôles modèles super intéressants et qu'on peut en trouver un petit peu partout. Et en fait, juste avoir des personnes qui nous inspirent, bah ça permet d'aller plus loin, quoi. Décidément, toutes mes transitions sont faites par Zoé. Elle préchote toutes les questions. Mais que ce soit sur tes réseaux, dans tes messages ou encore en privé, tu fais preuve d'une sororité sans limite. Comme tu dis, t'as pas peur de dire elle, c'est mon rôle modèle. Oui. T'as pas peur de nous envoyer comme tu l'as fait pour Erreur 404 en noir et blanc. C'est génial, les filles, votre projet. Continuez à fond. Et je trouve que la sororité, c'est vraiment ce qui est porteur d'un féminisme très puissant. On a déjà discuté aussi avec Pauline. Et encore plus dans le domaine de la tech. Et est-ce que c'est un climat que tu as toujours rencontré au travail ? Parce que si je prends un exemple, quand j'avais été travailler dans une usine à Mechelen, il y avait une seule femme en fait dans l'usine, donc en Belgique. Et en fait, elle ne m'a pas adressé la parole pendant tout le stage. Et en fait, à la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit félicitations, t'as résisté, mais je suis pas venue te voir parce que je veux que tu galères autant que j'ai galéré. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je comprends pas maintenant en ayant 25 ans. C'est quelque chose que je comprends pas. Et enfin, est-ce que t'es également convaincue de cette puissance d'un climat de sororité et comment, selon toi, l'instaurer dans des milieux justement très compétitifs entre les femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Donc c'est aussi révélateur d'une égalité de genre dans une discipline. Oui. Alors déjà, micro-anecdote. Du coup, vu que maintenant je parle néerlandais, ça se dit Mechelen. Mechelen. Voilà. J'adore. C'est vrai qu'il disait ça à la station de métro. Malines pour les Français. Et du coup, sur ce climat de sororité, je pense qu'en fait, moi, sans le vouloir, je l'ai toujours créé et je l'ai toujours vu comme ça. Et c'est vraiment aussi comme ça que je suis rentrée dans le féminisme, entre guillemets, dans le mouvement féministe. Je l'ai jamais vraiment, rencontré autrement, en tout cas dans mes activités professionnelles. Parce que j'ai toujours, dans ma tête, forcément, j'étais toujours entourée de beaucoup de femmes, parce que moi-même, je me suis entourée de beaucoup de femmes. J'ai toujours créé cet environnement un peu protecteur pour moi. Des fois, je me pose la question aussi, ça vient peut-être du fait que quand on est à l'école, moi, j'ai eu que des enseignantes, jusqu'au lycée, on va dire. Au collège, forcément, on commence à avoir des profs masculins. Mais je n'ai que eu des profs femmes, et je pense que c'est pour ça que, vu que c'est elles qui, entre guillemets, m'ont toutes enseigné, du coup, je trouvais ça bizarre. Ensuite, après, non, on est plus grand, du coup, on écoute les hommes. C'est un peu bizarre. Donc, moi, cet esprit de sororité, oui, je trouve ça essentiel. Je n'ai jamais connu autre chose que cette sororité. Ou alors, si c'était des femmes qui ne soutenaient pas les femmes, comme l'anecdote que tu as racontée, en fait, ça me passe vraiment, entre guillemets, à côté, parce que je me suis dit, mais juste, elle a pas compris. Oui. Voilà. Et t'as tellement un rempart, en fait, c'est ça. d'un cercle exactement. proche, et le truc, c'est que je souhaite vraiment que ça arrive à personne, sauf que des fois, je me sens un petit peu mal, dans le sens où je n'arrive pas à aider, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais vécu ça, et je ne comprends pas comment on peut pas s'entourer de femmes, et comment on peut pas s'aider entre nous. J'arrive pas à voir les choses autrement,
Oui. Donc c'est pour ça que je trouve ça complètement fou, les histoires comme tu me racontes, et je me sens complètement impuissante par rapport à ça. Donc oui, la sororité est essentielle, et c'est quelque chose qui ne doit même pas être conscientisé, parce que ça doit être naturel en fait. Oui, c'est vrai que c'est sidérant, et après je pense que c'est aussi une question d'époque et de génération, mais pas toujours. Pas toujours, exactement. D'éducation en fait, et je pense que c'est... Parce qu'on a tendance à dire que c'est beaucoup les parents, la famille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une éducation qu'on se fait soi-même. Oui. Et il y a des choses que peut-être la génération de nos parents n'ont pas forcément été sensibilisés, mais c'est un peu de notre devoir de nous sensibiliser nous-mêmes, quoi. Exactement. On arrive à la fin de l'épisode et justement, on avait encore 2 petites questions. Qu'est-ce que tu dirais à une lycéenne qui souhaiterait justement faire preuve d'audace, comme tu as pu le faire au cours de ton parcours ? Et sinon, quel conseil tu lui donnerais pour trouver sa voie ? Alors, je vais peut-être prendre le conseil d'une de mes idoles, d'une de mes rôles modèles, qui m'a beaucoup marquée, qui me marque toujours, qui m'avait dit « Garde tes yeux d'enfant ». Et j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que je me suis dit « Ah non, moi j'ai des yeux d'enfant ». Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça. Ce fait de continuer à être émerveillé par les choses et de vouloir découvrir. Donc je pense que c'est vraiment ça mon moteur. Et j'espère que ça peut être le moteur d'autres personnes et donc d'une lycéenne. Voilà, donc voilà, garde tes yeux d'enfant, reste émerveillé. Et puis les choses viendront à toi. C'est incroyable. C'est une rôle modèle que tu as connue dans un environnement proche ou... Dans un environnement professionnel, oui. Incroyable, justement, le fait de bien s'entourer peut nous donner une belle voix par la suite. Exactement. Alors, comme je l'ai dit, on est maintenant sur la fin de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez des thématiques à rajouter ou des petites questions. Peut-être une petite question sur les géosciences. En tant que personne qui n'a jamais étudié les géosciences, parce que moi, je suis vraiment dedans, donc je sais ce que c'est. Mais par exemple, parce que les géosciences, on parle du sous-sol, on parle aussi, par exemple, forcément, dans tout ce qui est roches, montagnes, ça, on les voit, mais en fait, pour nous, peut-être pour vous, c'est juste la montagne, c'est peut-être juste normal. Vous voyez pas ça d'un point de vue géosciences. Ah, mais ça, c'est peut-être ce type de roche. Donc, c'est quelque chose qui est un peu abstrait, mais je ne sais pas à quel point c'est abstrait. Du coup, vous, par exemple, quand on vous parle de géologie, stratigraphie, hydrogéologie, à quoi vous pensez ? Qu'est-ce que vous imaginez dans le sous-sol, en fait ? À quoi ça ressemble ? Je sais pas si tu veux commencer, Léa, ou sinon... T'as l'air lancée. Non, ce que j'allais dire, c'est que moi, dès qu'on parle de géologie, je me souviens de mes cours de première, première terminale, où justement, tu fais la géologie. Donc, on va dire que j'ai les bases, mais je suis pas allée plus loin que ça, j'avoue. Okay. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, dès que je vais dans une ville ou quoi, je vais regarder du coup comment est fait le métro. Mais du coup aussi, je vais me dire, ok, comment, je vais me poser quelques questions. Après, je sais pas si je vais vraiment dans le sujet ou pas, mais de me dire, ok, comment en fait ils ont fait pour construire aussi le métro, tu vois, qui passe dans le sous-sol. Okay. Je me suis posé la question pour le métro parisien. Donc après, voilà, j'ai fait. J'ai su que du coup c'était la ligne 1 qui a été faite en premier, etc. Ouais. Après, je suis pas forcément allée dans le détail de savoir de comment ils ont fait, etc. Mais je trouve que c'est une science qui est belle parce que c'est des choses qu'on utilise. Comme tu as dit tout à l'heure, on marche sur le sol ou on prend tous les jours le métro ou quoi. Mais justement, il y a X personnes qui ont réalisé ce chantier et qui ont justement étudié toute la géoscience pour pouvoir le faire et qu'on utilise des choses d'aujourd'hui, quoi. Ok. Très intéressant. Je trouve que l'exemple du métro est top. Ouais. Je suis trop jalouse. Ce que j'étais en train de me dire, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de métro sur la montagne Sainte-Geneviève. Ça doit être trop près de la Seine. La terre, elle doit être friable. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Non, en vrai, j'ai un plus mauvais exemple. Mais en fait, pour moi, la géologie, c'est vraiment, en tant que Bretonne, qui a fait toutes ses sorties géologiques à la Crozon, et à Groix. Pour moi, j'étais super fière d'avoir retenu les mots. C'est des mots clés, voilà. Roche métamorphique, basalte, gabbro, gneiss. Voilà. Excellent. Et il en manque. C'est déjà bien. Il en manque toujours une. Le granit, peut-être. Le granit, mais voilà, c'est ça. Parce que le granit et le gneiss, il y en a un, c'est une roche métamorphique. Et pas l'autre.
Et pas l'autre. Mais voilà. Et oui, c'est le gneiss que les gens ont souvent pas. Ouais. Voilà. Donc il y a les chercheurs de mon labo qui m'avaient fait une petite blague pour savoir si on se souvient. Mais oui. Et en tout cas, c'est ça que je dirais dont je me souviens. Mais je sais pas comment dire, c'est un peu en arrière-plan. Pour moi, je me doute. En fait, je n'y connais rien, mais je sais forcément qu'il y a des gens qui s'en occupent et que c'est très important. Ok. Mais en fait, c'est un peu, je trouve, il y a mais en fait, j'arrive pas à trouver d'autres professions un peu mystiques comme ça. Mais pour moi, c'est un peu, ou pour moi, c'est un peu comme la DGSI. Ah voilà. DGSI, DGSE. Pour moi, c'est la même chose. Des trucs importants. Sachant que la DHSO ici, il y a des enjeux politiques, donc ça que je ne comprends pas non plus. Donc, mais pour moi, c'est des choses qui sont importantes parce que, par exemple, ceux qui travaillent en cybersécurité, pour éviter les fuites de données, c'est aussi flou. C'est aussi parce que c'est quelque chose qui est abstrait, du coup qu'on voit pas forcément. C'est ça. Mais c'est en arrière-plan. J'ai vu une pièce de théâtre récemment qui s'appelle Made in France, et c'est sur une usine. Et bon, cette usine, je ne vais pas spoiler si certaines personnes veulent aller voir la pièce, mais cette usine, en fait, elle travaille sur un type de métal qui, en fait, sert à quelque chose de très utile. Peut-être passer 15 secondes si vous voulez voir la pièce, qui en fait, sert aux égouts. Et en fait, ils sont obligés d'accélérer la cadence parce que problème de finances. Et en fait, on revient au pari de quand les égouts étaient maltraités avec des épidémies de maladies. Et en fait, je me pose jamais la question quand je suis dans mon lit de me dire comment va l'usine qui fabrique les plaques de métaux des égouts, alors qu'en fait c'est hyper crucial, tout ce qui est eau, terre, tout ce que tu disais par rapport aux catastrophes naturelles. Et en fait, c'est important, mais justement je suis trop contente qu'on ait réussi un peu à en parler pour démystifier ça un peu. Oui, et puis du coup, c'est peut-être que les géosciences ont besoin d'être encore plus vulgarisées pour que le grand public puisse encore plus connaître et essayer de, on va dire, d'avoir quelque chose une vision plus concrète de ce domaine qui est très abstrait. Et j'ai peut-être aussi une autre question sur l'autre volet dont on a parlé au niveau des rôles modèles, etc. Vous, est-ce que vous avez eu une rôle modèle ou pas, ou un ou une rôle modèle, ou plusieurs qui vous ont marqué dans votre parcours professionnel ou personnel? Non, en vrai, je pense que dès le départ, je suis la fille aînée de toute une génération. Toutes mes cousines sont plus jeunes que moi. Et ma mère aussi, c'était le cas. Et en fait, toutes les femmes de ma famille, depuis mon arrière-grand-mère maternelle, que ce soit mon arrière-grand-mère paternelle, ont toujours travaillé. Ma grand-mère a divorcé parce qu'elle a fait une situation dans laquelle elle ne pouvait pas s'épanouir et pas vivre, alors que c'était très mal vu. Et donc en fait, c'est plutôt ce truc de transgression. Ma grand-mère aurait voulu faire des sciences, elle n'a pas pu. Ils l'ont demandé, ils l'ont tournée vers d'autres voies, et même si certains diront que parce qu'elle pouvait pas, en fait, quand tu regardes ses bulletins, ça va, quoi. Ça se passait bien. Donc en fait, on peut effectivement jamais savoir. Mais quand je rencontre, je crois, des femmes qui ont fait des choses, qui étaient très poussées vers la transgression, ou même le rôle qui a été retrouvé de mon arrière-grand-mère, qu'elle a joué un rôle très positionné de résistante pendant la guerre. En fait, je me dirais, si j'arrive pas, moi, à être peut-être un rôle modèle même pour mes filles, plus tard si j'ai des enfants, ou même pour les filles de ma sœur, en fait, peu importe, ça n'a pas besoin d'être mes enfants, qu'elles ont joué pour moi, j'ai tout raté. Et en fait, c'est comme ma maman, c'est la première femme du coup de toute notre génération, de toute notre famille qui a eu un doctorat, donc en droit. Et après m'avoir eu, en galérant à payer de l'argent pour mes couches. Et c'est... moi je trouve que c'est un peu... Et parfois quand ça va pas, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde ne doit pas faire des sciences, il faut qu'il y ait quand même une passion. Mais je pense que tout le monde peut en faire. Et parfois quand ça va pas, parce que c'est parfois un milieu difficile, parfois c'est dur, ou juste c'est comme un travail normal, c'est pas tout beau tout rose, je pense à ça et je me dis que elles, si elles ont fait des choses aussi difficiles, aussi de transgression, moi aussi je dois le faire, et si je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Mais c'est pas un sacrifice, parce que souvent cette phrase elle est
perçu comme un sacrifice, pas du tout comme un sacrifice, mais ça donne juste la force d'aller un petit peu plus loin et de se dire, en fait, après ça va mieux. Et souvent, après ça va mieux, parce que c'est des petits épisodes qui durent pas très longtemps. Très intéressant. Okay. Très mignon aussi. De mon côté, c'est un peu moins perceptif, j'ai envie de dire, parce que dans ma famille, il y a, à part mon cousin, mais qui doit avoir, on a que 1 ou 2 ans de différence, on est les 2 seuls à avoir fait des sciences. Okay. C'est-à-dire que dans ma famille, j'ai mon père qui n'a pas le brevet, mais qui est aujourd'hui au grand poste. Ma maman qui n'a pas fait forcément de sciences, qui a repris après 40 ans pour faire un bac plus 2. Donc ça aussi pareil, c'est pendant que moi j'étais au lycée. Et ma sœur du coup a fait un bac L, donc rien à voir avec les sciences. Et du coup je pense que c'était plutôt des grandes figures qu'on a pu montrer justement dans ces hors-séries de Erreur 404 en noir et blanc, qui ont plutôt été là. Mais effectivement, ma famille, c'est plutôt dans le sens où ça m'a poussée de se dire, ok, j'ai la possibilité de m'intéresser à des choses que j'aime, et donc du coup, notamment aujourd'hui, les sciences, et de me dire, ok, c'est surtout aussi après avec les rencontres, que ce soit par exemple Léa ou même toi, de voir ce que vous avez pu faire et réaliser, et ce que je disais, en fait, on a eu, Léa, cette conversation il y a quelques jours, de se dire que la première chose que moi j'ai vue de Léa, c'est justement votre parcours en 2023 pour élève ingénieur de France. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, voilà, c'est incroyable en fait, toutes les actions qu'on peut faire aujourd'hui et qui ont un impact. Qui justement, même vous, à travers les mini-ingés, de se dire, ok, aujourd'hui vous avez aussi un impact auprès des plus jeunes, de se dire, voilà, tout est possible en fait. Donc j'ai eu, je pense, des rôles modèles plutôt de l'histoire. Et après, au fur et à mesure de justement, quand j'ai avancé dans ce parcours de sciences, plutôt des rôles modèles de mon entourage. Ok. Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que là, moi, je m'étais plutôt intéressée sur quand j'étais toute petite. Et surtout que en Bretagne, il n'y avait pas trop d'expos en vrai sur les sciences. Il n'y avait pas du tout de la découverte, pas de musée des sciences et tout ça. En fait, j'ai découvert assez tard. Mais ça, je suis complètement d'accord que, en fait, après, moi, c'est l'entourage. Que ce soit toi, Zoé, toi aussi, Pauline. En fait, ça m'a forgé, en fait, de rencontrer des... Et je pense qu'un rôle modèle, c'est pas forcément une personne qui a plus d'expérience. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ça peut même être quelqu'un de plus petit. Enfin, moi, j'ai des enfants, parfois, quand tu racontais l'histoire, j'ai des enfants, la façon dont ils réagissent, je me dis, mais c'est ça, en fait, que je veux faire. Que je veux faire comme l'enfant. Ouais. Parce que parfois, une expérience peut ne pas marcher. On essaye quand même que ça marche, mais imaginons qu'une expérience ne marche pas. Une fois que je crois qu'une expérience n'avait pas marché, donc on fait faire des petites chromatographies aux enfants avec petites taches colorées pour décomposer les couleurs du feutre. Et il y a un enfant, ça a pas trop marché parce que ça faisait bien une chromatographie, mais il y avait juste un pigment dans son feutre, donc c'était un petit peu, entre guillemets, tous les enfants auraient dit c'est nul, moi ça marche pas, pourquoi tu m'as pas dit de prendre un autre feutre? Et en fait, là, la petite fille m'a regardée et m'a dit, mais tu sais, c'est pas grave, hein. Juste, je la referai et puis un jour ça marchera. Et en fait, juste ça, quand tu te dis, elle a 6 ans et elle se dit, c'est pas grave, ça marchera, en fait, même juste ça inspire, je trouve. Ouais, et c'est quelque chose, je pense qu'elle l'a dit sans prendre conscience que ça avait un tel impact. Et au final, quelqu'un qui dit ça à notre âge, aujourd'hui, ça peut avoir un très grand impact. Et au final, elle a 6 ans, elle est... Tellement. Et je me suis dit, incroyable. Mais c'est pareil, ma manip de... Ça marche pas dans ma manip de labo, en fait, elle a raison. Enfin, on va juste refaire, quoi. Exactement. Ouais. Ok, merci beaucoup. C'était mes petites questions. Et super partage. Et merci beaucoup, Zoé, pour la discussion. On est très contente. Et c'était important pour nous de te recevoir après la série Erreur 404 en noir et blanc pour parler de ça et de qu'est-ce que font les ingénieurs d'aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, c'était super. Vous avez pu découvrir dans ce podcast une discussion avec Zoé, hydrogéologue et ingénieure sciences de la Terre. J'espère qu'à travers cet échange, vous aurez saisi l'importance de l'audace dans les trajectoires professionnelles de la tech et que vous comprendrez davantage l'hydrogéologie. N'hésitez pas à consulter notre page de ressources pour prolonger votre apprentissage. Zoé vous y fera ses recommandations qui vous inspireront sûrement. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404.
On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.